Si ça ne dépend que des mamans, Kabila va comprendre rapidement ce qu'il faut faire. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes heureux de vous accueillir dans cette salle de presse club pour une circonstance particulière qui exige que les Congolais puissent communiquer ce qu'ils ressentent en eux. Et aujourd'hui, ce sont les mamans congolaises qui ont quelque chose à dire et qui le ressentent en elles-mêmes et qui n'acceptent pas certaines situations qui sont en train de se passer dans notre pays. Et pour cette occasion, nous allons leur donner la parole de la manière suivante. Maman Agnès Mwamba, qui est à ma gauche, qui représente ses mamans, va d'abord lire une déclaration. Elle sera suivie ensuite par Madame Kasavubu, la présidente de la diaspora, qui pourra aussi donner un commentaire sur la même situation qui prévaut chez nous. La situation est tellement préoccupante que nous n'allons pas, il ne faut pas laisser les choses aller comme si le Congolais était d'accord avec ce qui est en train de se passer dans ce pays. Autant de fois, on fait des réclamations, on fait des marches, mais la parole, lorsqu'elle est prononcée, elle vaut encore plus que des marches, elle vaut encore plus que ce qui se passe aujourd'hui à Kinshasa, des villes mortes et consorts. Donc, madame, vous pouvez lire la déclaration que vous voulez communiquer au peuple congolais et au monde entier. Merci beaucoup. La nation et le peuple congolais en péril au regard de la grave crise politique et électorale. Position des femmes congolaises de la diaspora. Étant donné que le peuple congolais attend depuis l'année 2016 les élections générales qui devraient permettre le renouvellement des institutions politiques, mais surtout assurer l'alternance entre Joseph Kabila, président sortant, dont les 2 mandats étaient arrivés à terme, et le nouveau président à élire. Malheureusement, les choses ne sont pas passées de cette manière-là. Pour tenter de régulariser cette situation, des négociations ont eu lieu entre les forces politiques en présence et les membres de la société civile. Vu que l'accord du 31 décembre 2016 permettant au régime de M. Kabila de rempiler pour 1 an n'a pas été mis en œuvre fidèlement, ni non plus intégralement. Finalement, après 3 reports successifs, les élections ayant été fixées à la date du 23 décembre 2013, puis à celle du 30 décembre, et que le processus électoral en cours en RDC n'est ni transparent, ni crédible, ni inclusif, ni sûr. Considérant qu'après un report d'1 semaine, le régime est en passe d'organiser des élections les plus conflictogènes de son histoire, en privant une bonne partie des citoyens du droit de vote, en dépit des pressions internes et externes, le pouvoir de M. Kabila continue à créer les conditions d'une confrontation avec le peuple congolais en interrompant la campagne électorale pour les présidentielles, mais aussi en amplifiant la répression et les massacres des populations civiles sans défense dans le Nord Kivu et au centre du pays. Tenant compte du fait que l'armée a été déployée dans la capitale et dans certaines grandes villes comme Bukavu, Goma, Kananga et Matadi, tout en l'impliquant dans l'organisation matérielle des élections et en laissant la CENI supprimer arbitrairement des bureaux de vote, et que tous ces facteurs ne rassurent nullement la population
quant au bon déroulement du scrutin du 30 décembre et devrait donc nécessairement interpeller tout démocrate qui se respecte. Fort de la contribution inestimable de la diaspora congolaise à la survie de nos familles restées au Congo, au pays, nous, femmes congolaises de la diaspora, estimons qu'il est nécessaire à ce stade d'envoyer un message fort au pouvoir de Kinshasa, hors mandat, illégitime, imposteur, en vue des élections crédibles. Au cas où ce pouvoir hors mandat s'obstinerait dans sa volonté délibérée d'organiser des élections partielles, truquées et chaotiques, les femmes congolaises de la diaspora, avec leur présidente, préviennent que le peuple se prendra en charge aux fins d'écarter du processus électoral et de la gestion de la transition qui s'imposera de facto et de l'organisation de futures élections. Toute personne directement ou indirectement responsable de l'entrave à son exercice démocratique et à la reconquête de sa dignité, longtemps bafouée. À ce titre, les femmes congolaises de la diaspora dénoncent le fait que les dirigeants politiques en RDC hors mandat, depuis fin 2016, sont responsables des irrégularités suivantes, qu'elles considèrent comme assimilables au crime de haute trahison contre la République et les citoyens. Le renouvellement démocratique des mandataires constitutionnels en vue de la conservation durable du pouvoir à tout prix. B. Le recours aux divers stratagèmes pour contourner la Constitution et les lois en matière électorale, en dépit de l'opposition manifeste des citoyens. C. Elle condamne diverses tentatives de révision de la Constitution et des réformes de la loi électorale, ainsi que la prorogation illégale et délibérée de la durée du mandat présidentiel sur base d'une interprétation erronée de la loi fondamentale. D. Elle accuse le président Joseph Kabila, son gouvernement et ses collaborateurs d'avoir violé des accords politiques conclus sous la direction de la Conférence épiscopale catholique congolaise, la CENCO. Elle déplore aussi la non-prise en compte des revendications légitimes du peuple congolais, du strict respect du pacte républicain en vue de parvenir à une alternance garantissant la justice sociale, la liberté et le mieux-être des citoyens. Les femmes congolaises de la diaspora déplorent le silence de la communauté internationale face à la répression répétitive et sanguinaire contre les civils non armés qui essaient d'élever la voix contre toutes ces irrégularités. Elle crie très haut pour se faire entendre face au silence coupable des institutions internationales qui tolèrent l'instrumentalisation, la corruption et la manipulation des structures régaliennes de l'État telles que la magistrature d'une manière générale, la Banque centrale, la Cour constitutionnelle et la CENI. Elle rappelle que chaque jour, la population sans défense assiste impuissante au rafle des jeunes et à l'étouffement de toute manifestation. Les fosses communes se comptent par centaines à travers le pays. Tout citoyen qui ose dénoncer ces abus du pouvoir est arrêté, torturé et emprisonné. Il s'agit là des pratiques inacceptables en plein XXIe siècle, qu'aucun démocrate digne de ce nom ne peut de toutes les manières cautionner. Par ailleurs, Par ailleurs, il est clairement établi et reconnu qu'au terme de 17 ans du régime kabiliste,
la République démocratique du Congo est dans l'abîme. La population est extrêmement paupérisée. La jeunesse est sans perspective et désespérée, au point de croire que l'exil resterait la seule voie de survie. La corruption a atteint des sommets vertigineux. Les routes, en état de délabrement avancé, sont dangereuses et source de tracasseries et d'angoisse quotidienne. Les hôpitaux sont devenus des mouroirs. Des civils sont massacrés chaque jour et chassés de leurs terres dans le nord-est du pays. Environ 4500 déplacés forcés internes sont sans aucune assistance. Afin de préserver ce pays de l'horreur et d'éviter aux populations les affres d'une lourde perte de vies humaines, il est impératif de stopper sans délai cette folie meurtrière d'une dictature sanguinaire. Dès lors, les femmes congolaises de la diaspora déclarent que la population congolaise, ayant fait échec au prix de son sang, à un troisième mandat anticonstitutionnel, exige les élections crédibles et transparentes à tout prix. Au cas où le régime en place serait incapable de les organiser, à mon avis, il serait incapable. Bon, bref. D'une manière crédible, une transition sans le régime devra être imposée. Celle-ci sera une période d'une profonde réforme administrative en vue de recenser les citoyens, leur attribuer des cartes d'identité, d'éradiquer la conspiration de la corruption et d'instaurer une coopération win-win avec tous les partenaires qui ont besoin des ressources naturelles dont regorge la RDC. Les femmes congolaises de la diaspora proclament impérative cette transition salutaire qui doit être gérée par des personnes compétentes et intègres de la société civile, qui ne seront pas autorisées à briguer un quelconque mandat politique au terme de la transition. Dans le staff du pilotage de la transition doivent figurer pour moitié des femmes congolaises résidant au pays et de la diaspora. Enfin, s'étant réapproprié la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, les femmes congolaises de la diaspora s'engagent à garantir la paix avant, pendant et après les élections. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Agnès. Comme vous l'aurez constaté, la déclaration de maman, elle est grave. Elle survient au moment où l'avenir de tout un pays est engagé. Le revenu que chacun puisse ou chacune puisse prendre conscience de cette situation et de répercuter ce message autant que possible dans tous les milieux où vous vous retrouverez. Ceci étant, nous allons passer la parole à Madame Kassabovu Justine, présidente de la diaspora. Elle va aussi donner un commentaire et situer le cadre dans lequel tout ceci se déroule. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le ministre. Madame Agnès Mwamba, merci pour votre exposé. Alors, évidemment, aujourd'hui, nous devons d'abord nous adresser à notre peuple pour que cette période difficile, cette période de turbulence soit quand même une période où dans chaque famille on peut envisager la paix, espérer la paix, construire la paix et en tous les cas placer la confiance auprès de ceux et celles qui sont à même d'incarner cette espérance. Alors, en qualité de présidente de la diaspora, je ne peux que, évidemment, ici encourager toutes nos consoeurs, toutes nos compatriotes qui se battent inlassablement depuis tant d'années. Mais je crois qu'aujourd'hui, en complément de ce qui vient d'être lu, il y a
de grandes interrogations que nous devons aujourd'hui vraiment mettre en lumière. Il peut vous souvenir que l'ancien président, le défunt Léopold Sédar Senghor, avait dit un jour que éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Eh bien, je pense que notre pays a failli parce que toutes ces années de dictature n'ont pas permis justement à ce que l'éducation civique passe et en tous les cas que les femmes prennent conscience de leur importance en tant qu'opératrices politiques aussi. Et nous avons beaucoup plus assisté à une instrumentalisation des femmes et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles justement ce sont les femmes qui ont été prises pour victimes afin de perpétuer tous ces massacres que nous voyons à partir de l'Est. Alors, s'il y a une réflexion aussi à ajouter par rapport à tout cela, c'est peut-être de s'interroger aujourd'hui, que faire pour que demain tout cela ne se reproduise pas, que les femmes ne soient plus instrumentalisées comme armes de guerre, que ces viols massifs cessent. Eh bien, je pense que l'interrogation qui s'impose, c'est celle des enjeux géostratégiques. Que signifie la place du Congo dans le monde? Et surtout, que signifie la place des femmes dans ce Congo? Et qu'est-ce que nous voulons, nous, comme République démocratique du Congo, demain? Il nous faut maîtriser justement les enjeux géostratégiques, surtout. Parce que nous assistons pratiquement à une querelle inlassable entre les multinationales, justement parce que nos terres regorgent de ces matières premières qui aujourd'hui sont à la pointe de la technologie dans le monde. Et donc, la femme n'ayant pas eu la possibilité de bénéficier d'une éducation politique et d'une éducation civique, évidemment, elle ignore pourquoi il y a eu tous ces massacres. Mais je pense que ces enjeux ont aussi instrumentalisé certains Africains qui se sont plu à perpétuer justement ces massacres et à envahir notre pays. Alors je pense que l'imposture qu'on vient de rappeler ici dans la lecture, l'imposture de Kabila Kanambe, mais c'est une imposture qui a pris corps au Rwanda. Et je crois qu'aujourd'hui, le moment de vérité est d'arriver. Et donc, ce complot, parce que finalement, c'est d'un complot qu'il s'agit, ce complot contre le Congo a dû passer par les femmes, victimisées, massacrées, mutilées, martyrisées. Et pourquoi par les femmes? Tout simplement parce que le plan diabolique, c'était de faire disparaître ce pays. Nous avons souvent dit de balkaniser ce pays. Mais comment balkaniser ce pays? Mais justement en éradiquant la congolité de ce pays. Et comment éradiquer la congolité de ce pays? Mais tout simplement parce que la matrice fondamentale qu'incarne la femme congolaise, eh bien c'est cette matrice qui devait être définitivement détruite pour que la reproduction de cette congolité n'ait plus lieu d'être. Et donc voilà pourquoi, par le Rwanda, on s'est acharné à tuer les petites filles, à les massacrer, les mamans, les grands-mères. Et aujourd'hui, on nous donne un prix Nobel de la paix parce qu'on répare les survivantes à ces massacres. Mais en réalité, on n'a pas fait grand-chose, sinon rien, pour éradiquer justement les causes qui conduisent à ces massacres. Tout simplement parce que le complot avait été entériné et que la meilleure façon d'atteindre la balkanisation, c'était politiquement les rébellions, mais surtout sociologiquement, ethnologiquement et anthropologiquement massacrer les femmes. Et je pense que lorsque nous aurons des démographes tout à fait honnêtes, ils pourront établir une courbe, la pyramide des âges, pour constater que à un moment donné, il y a un grand trou noir dans le tissu démographique du Congolais, tout simplement parce que on constatera une rupture, en tous les cas, dans la progression du pourcentage de la congolité. Et donc voilà, je pense que si on prend conscience de cette dimension, alors on doit justement se réveiller, parce que complot il y a.
ici pour un harcèlement sexuel, pour le même type de massacre, je pense que l'auteur, les commanditaires ne font pas long chemin. Mais chez nous, on a laissé courir cette situation pendant plus de 15-20 ans. Et donc, ça veut bien dire qu'on était au courant de la situation, mais qu'on n'a rien voulu faire puisque tout le monde voulait que le Congo redevienne la terra incognita où chacun peut venir exploiter un bout de lopin de terre, s'en aller et faire des profits au détriment de nos populations. Et donc, c'est une prise de conscience que nous devons prendre, nous les femmes congolaises. Et cette prise de conscience, en tous les cas, nous allons nous y engager. Il n'y a pas que des élections qui doivent être préparées dans un cadre d'une transition responsable, dans le cadre d'une transition politique réfléchie et en tous les cas débarrassée du pouvoir en place, du système en place, mais il y a également une très très grande réflexion qu'il va falloir porter pour que dans les générations futures, nous puissions rétablir les choses comme elles se doivent et surtout ramener le Congo dans ses droits. Alors, le silence de la communauté internationale que Madame Agnès vient de rappeler ici, c'est un silence justement diabolique, c'est un silence suffocant, c'est un silence meurtrier, parce que c'est un silence qui a trop longtemps duré. Et je crois qu'il nous appartient à nous, les femmes congolaises, d'interrompre ce silence, de briser ce silence pour que nous puissions faire entendre la voix du peuple congolais. Et donc voilà, je ne vais pas prolonger cet entretien, si ce n'est que nous devons attirer l'attention du monde entier sur les interdictions qui viennent d'être prononcées contre certaines régions qui n'iront pas voter. Non pas que nous étions pour ces élections, mais on voit très bien que la balkanisation dont il était question, et en tous les cas, les velléités de se réapproprier nos terres par le Rwanda, s'expriment justement dans cette exclusion des provinces de l'Est qui ne peuvent pas les voter, mais tout simplement parce qu'on ne les reconnaît même plus comme Congolais. Et que demain, il ne faudrait pas s'étonner qu'on entende maintenant, nous voulons une république du Rwanda ou que nous n'appartenons pas au Congo. Donc il y a une machination qui vient perturber justement le désordre ambiant, de sorte que ce qui n'aura pas été atteint par toutes ces manœuvres et par tous ces reports incessants, eh bien qu'on puisse les réaliser tout simplement parce qu'on aura décrété que telle province ne peut pas voter, mais de facto, ce sont alors des provinces qui appartiennent ou qui appartiendraient au Rwanda. Donc il faut s'insurger contre cela, et je crois que les femmes qui sont victimes dans toutes ces régions-là, qui aujourd'hui sont des personnes déplacées, nous devons absolument nous lever, ne pas attendre le 30 décembre, déjà se lever aujourd'hui pour donner l'alerte et dire que mais c'est justement une tentative d'entériner l'appropriation de nos terres par le Rwanda. Parce que subitement on ne parle plus du Rwanda, mais on parle simplement du report des élections, on reparle de candidats qui voudraient redialoguer, etc. Mais je crois que tout cela est à balayer, car tout cela est empreint de complicité qui voulait que justement notre pays soit encore à la merci de cette terra incognita où chacun devait encore pouvoir venir puiser ce dont il avait besoin pour des enrichissements personnels à la fois en Afrique et en dehors de l'Afrique. Donc voilà, mes chers amis, ce que nous pouvions dire aujourd'hui. Donc, tirer la sonnette d'alarme. Il n'est pas question que les Congolais puissent accepter que des provinces n'aillent pas voter, pendant qu'ailleurs on retire certaines machines à voter. Donc, en réalité, la moulinette est en train de tourner pour que, ici ou là, eh bien, que les agresseurs de notre pays puissent encore ramasser des morceaux. Eh bien, ça, il n'en est pas question. Et donc, nous disons clairement que les femmes congolaises sont debout aujourd'hui. Les femmes congolaises peuvent compter sur leurs sœurs de la diaspora. Et en tous les cas, la diaspora congolaise responsable va peser de tout son poids pour que désormais la diaspora ne soit plus bannie,
des entretiens, que la diaspora ne soit plus ignorée, des pourparlers, mais qu'au contraire, que ce soit la diaspora congolaise qui soit aux avant-postes de toutes les initiatives qui vont redéfinir le cadre politique, géopolitique de notre pays. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Je crois que le message est clair, précis et suffisamment bien expliqué pour qu'il puisse être saisi par chacun d'entre vous. Cette mission ne va pas se limiter à ceux ou à celles qui ont parlé aujourd'hui, mais c'est la charge de chaque citoyenne, de chaque citoyen, d'agir dans la mesure de ses possibilités et dans le milieu dans lequel il vit pour que cela soit suffisamment pris en compte par tous les Congolais. Je crois que la conférence d'aujourd'hui n'appelle pas beaucoup de questions. Nous aurons à prendre 3 questions seulement et s'il y a des gens qui ont besoin de certaines précisions, 3 questions suffisent et nous pouvons clôturer. Le temps, on a commencé en retard, il faut qu'on termine à temps. Je m'appelle Louise Ngandou, je suis venue ici à cette conférence à l'initiative des mamans. C'est très important, les femmes congolaises se mettent debout et je pense que c'était important d'être là pour 2 choses. Parce que ce qui est en train de se passer présentement dans les provinces du Congo, le sang coule, il est important qu'on se lève pour dire stop. Ce qui est en train de se passer par rapport aux élections, c'est-à-dire exclure une partie de notre pays pour des raisons tout à fait farfelues et pour une insécurité qu'on est en train de créer après le Kasaï, mais là c'est le Bandundu, c'est Béni, on continue en fait pour trouver des prétextes pour dire cette province ne peut pas participer aux élections, c'est consacrer la partition du pays d'une autre façon. Et donc là, les femmes congolaises ne peuvent pas accepter. Et je pense qu'elles sont nombreuses ici qui pensent qu'effectivement nous devons nous mobiliser davantage pour dire non à la partition du Congo. Non, si ces élections deviennent une occasion pour balkaniser le Congo, eh bien nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. J'ai retenu qu'il y a une organisation en place au niveau de la diaspora, que même tout en étant à la diaspora, les Congolais maîtrisent parfaitement la situation de leur pays et qu'ils s'en soucient, ils se battent. J'ai retenu que les femmes sont déterminées, elles ont la situation entre les mains, elles sont en train d'envisager des actions. Je pense qu'il faut les encourager dans ce qu'elles sont en train de faire, surtout leur donner cette chance, parce que lorsqu'on est, on ne parle pas un même langage, lorsqu'on est désunis, on ne peut pas arriver à réussir ce qu'on peut faire. On connaît cet adage qui dit que l'union fait la force. Alors je pense qu'on doit donner à ces mamans la chance, parce que comme elles ont évoqué ce propos de l'ancien président sénégalais qui a dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, nous pensons qu'on peut appuyer sur cette synergie des femmes, les aider à pouvoir aider tous les Congolais à se mettre ensemble, parce qu'il n'y a que cette unité-là qui peut sauver les Congolais. Nous sommes à 2 jours des élections à RD Congo. Vous êtes un observateur assez objectif. Quel pourrait être votre mot d'ordre par rapport à ce qui devrait aller au bureau? Bon, depuis toujours, vous savez que les élections qui sont en cours en République démocratique du Congo ne sont ni transparentes, ni crédibles, ni inclusives, ni apaisées, ni sûres. Et depuis tout ce temps, on avait dénoncé, mais parce qu'on est devant un fait accompli, je me rappelle que nous avons mené une action avec vous. Ce qu'il faut, c'est un moindre mal, comme nous disons. Alors, si les Congolais peuvent se mobiliser derrière le fait que tous soient électeurs, tous observateurs, nous espérons que ça peut, tant soit peu, même si on cache la vérité aujourd'hui, mais elle finira par triompher. D'abord, il faut exprimer sa volonté et il faut surveiller
sa victoire, parce qu'on a vu pendant la campagne, nous avons vu comment c'est l'opposition qui est en train de mobiliser la population derrière elle, mais il se pourrait que les résultats soient truqués. Mais ce qui est plus important, c'est que les Congolais s'expriment d'abord, qu'ils surveillent leur victoire, parce qu'on a connu cette même bêtise. En 2006, on a estimé avec M. Jean-Pierre Bemba, qui était un ancien militaire, il a dit, écoutez, je suis là, si on triche les élections, je vais sortir les armes. Tous les Congolais ont reculé, ils ont laissé Bemba agir seul. Ça n'a pas donné. On a vu avec Tshisekedi en 2011. Il a dit, dormez comme les bébés, vous avez déjà fait votre travail. Les Congolais ont dormi. Cette fois-ci, ça ne doit pas être la question. Donc les Congolais doivent surveiller leur victoire. Ils nous expriment. Et là, encore une autre précision, il n'est pas question qu'une partie du Congo soit écartée, parce que nous sommes tous devant ce principe que nous disons que le Congo est un et indivisible. On ne peut pas exclure une partie de la République démocratique du Congo. Tout le monde doit voter, mais surtout, on doit surveiller, je voulais dire, les élections pour qu'on ne nous vole pas la victoire. On ne doit pas laisser la revendication à une seule personne. Au lendemain des élections, si elles ne traduisent pas l'expression de la population, les Congolais doivent s'élever et appliquer l'article 64, tenir en échec tout ce monde-là, imposer la transition sans le régime actuel. Je vous assure que si ça ne dépend que des mamans, Kabila va comprendre rapidement ce qu'il faut faire. Ah, bah maman bazui likambo angé, bana Congo, batia motema na ba maman ya diaspora. Mais non seulement batia motema na ba maman diaspora, mais batia motema na ba maman tout court, parce que biso ba maman de sikoyo toko simba makambo. Mibali ba bebisi, mibali ba bomaka, mibali nde ba bebisaka éducation ya bana. Biso siko ba maman tozui mokumba wana, pe toko kende nango tina suka. Merci.